Bonsoir. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je monte sur le pupitre parce que maintenant avec les nouvelles technologies, YouTube, il faut que vous puissiez être filmé. Moi j'aimais bien me balader en bas là, mais apparemment j'ai pas le droit. Bon, on va passer 2 heures ensemble, ou un peu moins, puisque l'important c'est vraiment de vous lâcher à 19h. Hein. 5 à 7, ça dure pas au-delà de 19h en général. Et je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la maladie d'Alzheimer. Alors, il me tient à cœur pour différentes raisons, parce que j'ai été formé en neurologie, parce que une grande partie de mon équipe travaille dessus, et parce que réellement c'est un problème majeur. Et ce que j'aimerais vous présenter ce soir, c'est les dernières réflexions qu'on a, les dernières avancées. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes dans quelque chose qui est vraiment lourd et complexe et qui s'avère comme un des grands enjeux et des grands défis de l'humanité pour les 30 prochaines années. Juste pour vous rappeler ce que c'est banal le début. Hein. C'est où est-ce que j'ai mis mes clés, où est-ce que j'ai laissé mes lunettes, où est-ce que j'ai garé ma voiture. Vous savez, ces grands parkings de la grande distribution, 15 000 places. Bon. En général, ça arrive à tout le monde. Hein. On peut oublier les noms. Ça commence à partir de 40 ans. C'est pas les noms propres, hein, bien sûr. C'est pas dramatique. Là où ça commence à poser un problème, c'est quand, voilà, ça nous gêne dans la vie quotidienne. Quand on ne sait plus bien le jour où on ne sait plus bien où on est, où on va, comment on s'appelle, en quelle année on est. Là, ça commence à être un peu gênant. Et on passe dans quelque chose qui va relever du pathologique. Et quand il y a quelque chose de pathologique, ça crée un vrai problème. Et de fait, on est tous concernés. Alors certes, en France, on dit qu'il y a à peu près 900 000 cas, mais on dit qu'il y a 3 millions de personnes au moins qui en souffrent. Le patient lui-même, le conjoint ou la conjointe du patient et les amis du patient. Donc vous voyez que c'est une maladie qui a une ampleur extrêmement importante et qui explique peut-être le fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Il se trouve que demain, ça tombe bien, c'est la journée mondiale qui va être dédiée à la maladie d'Alzheimer, parce que vous allez voir qu'on a vraiment besoin de sortir cette maladie de la peur et de l'angoisse qu'elle génère pour pouvoir justement mieux la traiter et surtout mieux s'occuper des gens qui en sont atteints. Alors, quelques chiffres, hein, c'est 900 000 malades en France en 2012, c'est 6% des plus de 65 ans, ce qui est beaucoup, et c'est 20% des plus de 85 ans. Une personne sur 5 au-delà de 85 ans peut développer une maladie d'Alzheimer. C'est une famille sur 3 qui est concernée en France. C'est surtout des prises en charge qui sont très limitées jusqu'à présent, avec un coût humain et social très lourd. On n'a pas de traitement, on n'a pas de prise en charge, donc le poids de la charge affective, sociale et médicale se reporte sur les familles, sur les aidants, sur les amis de ces différentes personnes. C'est par ailleurs un coût au niveau de l'estimation en nombre sur l'avenir. En 2020, à peu près, on estime qu'il y aura plus d'1 million de personnes atteintes en France et qu'aujourd'hui, il y a 16 millions de personnes atteintes dans les 7 plus grands pays industrialisés. Et vous allez voir comment est-ce qu'on peut essayer d'estimer à terme ce qu'il en est. Alors, les symptômes de cette maladie, il y a ce qu'on appelle un syndrome démentiel. Alors, c'est un vrai problème en France, hein, puisque le terme dément a une connotation très, très particulière dans notre pays, qui fait que tous les autres pays de la planète appellent ça démence, mais qu'en France, on hésite à appeler ça démence et on appelle ça maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. La maladie d'Alzheimer, au départ, c'est ce qu'on appelle un syndrome démentiel cliniquement, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, généralement qui touchent les faits récents. Souvent, on n'a pas trop de mal à se souvenir du passé, c'est vraiment les faits récents, on oublie ce qu'on devait faire il y a quelques heures, quelques jours peut-être. C'est aussi des troubles de l'orientation dans le temps et dans l'espace, on ne sait plus bien s'orienter, on a tendance à se perdre, on ne sait plus si on est au premier étage ou au deuxième étage. C'est également des troubles des fonctions exécutives. Alors je vais juste insister un petit peu là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on connaît moins bien, mais qui est un signe de démarrage assez fréquent. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction exécutive ? C'est la capacité de savoir faire quelque chose de la vie quotidienne. Je vais prendre un exemple. Vous savez tous ce qu'est un téléphone. Vous savez que ça sert à téléphoner, ça sert à appeler vos amis, ça sert à appeler vos enfants. Vous arrivez devant le téléphone et vous ne savez plus comment faire. Ça, c'est un trouble de la fonction exécutive. C'est quelque chose de très compliqué de téléphoner. Ça suppose de savoir, 1, qu'il y a un numéro de téléphone, 2, à quoi ça sert, où trouver le numéro de téléphone, le rentrer dans le téléphone, appuyer sur le bouton, entrer en contact, attendre la sonnerie. Donc c'est quelque chose qu'on intègre et qui ne pose aucun
problème à personne, et puis tout d'un coup, paf, ça marche plus bien. Ou alors, vous arrivez devant votre micro-ondes, vous savez que c'est un micro-ondes, ça sert à réchauffer les aliments, mais vous êtes incapable de le faire marcher. Et puis après, ça revient. Et puis ces petites pannes qui viennent de temps en temps sont souvent des signes précurseurs de cette maladie. Ils font partie à terme du syndrome démentiel. Et puis des troubles du comportement. Alors on n'insiste pas assez là-dessus. Il y a des travaux là, qui ont été présentés à Toronto, où il y avait le Grand Congrès mondial Alzheimer, sur une échelle de petits troubles du comportement. Et c'est souvent ce qui crée des difficultés dans les familles, parce que quelqu'un que vous allez connaître, sympathique, gentil, aimant, tout d'un coup va se mettre à hurler, à faire des colères auxquelles vous ne attendiez pas. Et généralement, la première réaction que l'on a, c'est de ne pas penser à une maladie, c'est de penser, tiens, il m'aime plus, il a changé de caractère. Et ça crée souvent des ruptures dans les familles. Et souvent, quand on finit par faire le diagnostic, il y a un soulagement de la famille, de se dire finalement, ce n'était pas la personne elle-même, mais c'était la maladie qui entraînait ça. Donc voilà un peu les symptômes qui recouvrent ça, mais il faut savoir que c'est extrêmement difficile à diagnostiquer. Et vous allez me dire, on peut tous avoir des symptômes de ce type-là dans la vie courante sans être atteint. C'est pour ça que tout l'enjeu, c'est d'essayer d'éliminer ce diagnostic de maladie d'Alzheimer. On n'a pas de diagnostic, comme on dit en médecine, positif. C'est-à-dire, voilà, il a tel signe, il a telle maladie. Là, non. C'est des signes tellement banals, globalement, que ça pose un certain nombre de problèmes. Le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut consulter, quand est-ce que ça pose un problème, parce qu'on oublie tous ses lunettes quelque part, ça nous énerve. Le jour où ça ne nous énerve pas et que ça crée une gêne sociale, que ce soit pour nous-mêmes ou pour notre entourage, une gêne, une souffrance suffisamment forte pour qu'on éprouve le besoin d'en parler à son médecin traitant, c'est là qu'il faut commencer à se poser la question. Et on dit souvent que le diagnostic est fait tardivement. Alors ce qu'on observe, c'est qu'il n'est pas tellement fait tardivement. On a les éléments pour le porter. On va le voir dans quelques instants. On a des réseaux de cliniques de la mémoire pour porter des diagnostics précis. C'est que souvent on banalise. Souvent, face à cette réaction, on a tendance soi-même à nier le fait que oui, c'est banal, c'est normal, je vieillis. Non. Maintenant, on a l'expérience de gens qui vivent au-delà de 85 ans avec des fonctions cognitives qui fonctionnent parfaitement. Alors certes, on est un peu plus lent, on est un peu moins réactif, on est un peu moins dans son siècle. Bon, savoir que c'est assez compliqué, cette avalanche de nouvelles technologies, mais on reste présent. On est capable de savoir qu'on ne sait pas, par exemple. Et ça veut dire que les autres troubles, lorsqu'ils deviennent gênants dans la vie quotidienne, sont associés à une maladie. Et ça a été un des grands progrès des 30 dernières années, c'est de faire comprendre que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une évolution normale. Il y a des gens qui vieillissent très bien sans maladie d'Alzheimer, et il y en a pour l'instant, heureusement, beaucoup plus que de gens qui vieillissent avec une maladie d'Alzheimer. Donc il faut savoir l'importance de ça, puis on reviendra sur la fin de cette présentation là-dessus, parce que c'est important. Une fois qu'on a cette gêne et cette souffrance, l'important, c'est de faire le diagnostic le plus précoce possible. Et pour ça, en France, les différents plans qui ont été créés depuis les années 2000 ont mis en place quelque chose que le monde entier nous envie, qui sont notre réseau de consultation mémoire. Alors il existe des CM2R, des consultations mémoire de ressources et de recherche qu'on trouve dans les grands CHU. À Lille, c'est le professeur Florence Pasquier qui dirige celui de Lille. Ils sont hyper spécialisés dans ce domaine parce que c'est compliqué de faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Mais il faut savoir que si vous allez dans des hôpitaux périphériques, il existe des consultations mémoire. Par exemple, l'hôpital de Bailleul, dans notre région, offre une consultation mémoire qui généralement fonctionne en réseau avec les centres universitaires et qui assure un maillage de plus de 450 consultations en France. Donc aujourd'hui, vous avez une souffrance, vous en parlez à votre médecin généraliste, normalement son job c'est de vous orienter au bon endroit. Voilà. Le problème, c'est que souvent les médecins généralistes ne sont pas tellement habitués à ces maladies et eux-mêmes ont le même problème de déni en disant c'est normal, il a 70 ans. Non, à 70 ans, il n'y a pas de raison qu'on oublie ce qu'on vous a dit il y a 10 minutes. Voilà. Il n'y a pas de raison que vous ayez des sautes d'humeur alors que toute votre vie, vous avez été quelqu'un de doux qui ne posait aucun problème. Donc il faut se poser la question. Peut-être que ce n'est pas ça, peut-être que c'est une autre maladie, mais il faut creuser la question et pour ça on a des consultations spécialisées en France et je vous incite à le dire à votre médecin s'il n'est pas au courant. Après, il y a deux types de formes. Il y a des formes de maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est associé au vieillissement. On voit toujours une personne de 75 ans, 80 ans avec une maladie d'Alzheimer. Et il faut savoir que dans un tout petit nombre de cas, 1 à 2% des cas, il existe des formes qui débutent avant 65 ans. Et suffisamment tôt pour débuter à 40 ans, 50 ans, voire dans certaines formes extrêmes à 25 ou 30 ans. Et là, la question est totalement différente. On ne s'attend en général pas à diagnostiquer ce type de maladie avant 65 ans. Et ce dont on se rend compte, c'est que la plupart de ces formes, plus de la moitié, sont des formes que l'on dit héréditaires.
Donc tout de suite, pour éliminer une question, quand on demande est-ce que la maladie d'Alzheimer est transmissible de génération en génération, non pour 99% des cas, oui malheureusement dans 1% des cas, et souvent c'est l'atteinte d'un gène qui se transmet dans la famille qui fait qu'à chaque génération surviennent des patients atteints de maladie d'Alzheimer et surtout jeunes. Alors il faut savoir aussi que dans cette région, le centre de référence, c'est ce qu'on appelle une maladie rare. Et pour toutes les maladies rares, pour qu'on s'en occupe, là encore, le gouvernement a créé ce qu'il appelle des centres de référence. Il y en a pour les maladies pédiatriques extrêmement rares, il y a un grand nombre à Necker par exemple, et pour les maladies rares de type Alzheimer, jeunes, le centre de référence est à Lille. Il travaille en collaboration avec Rouen et Paris, mais le centre de référence est piloté par Florence Pasquier, et dans la région, il y a une grande expérience dans ce domaine. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont une vie active, qui ont des enfants, qui ont un travail, et qui vont se retrouver dans les conditions d'une personne qui développe une maladie d'Alzheimer. Donc des drames familiaux extrêmement importants. Il y a énormément de recherches qui sont développées dans ce sens-là, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut freiner l'évolution de la maladie chez ces patients. Alors les formes classiques, c'est les formes tardives. On les dit sporadiques parce qu'elles peuvent apparaître dans n'importe quelle famille sans prévenir, sans suivi spécifique d'antécédents familiaux. Elles débutent après 65 ans et elles sont isolées, c'est pour ça qu'on dit sporadiques. Alors ce qu'on identifie, ce n'est pas une transmission génétique, mais c'est un terrain. Alors je vais revenir sur cette notion de terrain. On est vraiment, vous savez, il y a des gens qui sont tout le temps revenus. Voilà. Bon, ils ont un terrain qui favorise le fait que les virus viennent les voir. Et pourquoi? Souvent parce que c'est leur immunité qui pose problème. Et bien pour la maladie d'Alzheimer, on pense que c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui vont la développer plus que d'autres. C'est pas parce que vous avez le terrain que vous allez la développer. Si je prends l'exemple de celui qui éternue tout le temps, si vous ne rencontrez pas de virus, il n'y a pas de raison que vous deviniez que vous en ayez. Ben, c'est un peu la même chose pour la maladie d'Alzheimer, sauf qu'on commence à connaître un peu le terrain, et c'est une des grosses activités de mon équipe de recherche. En revanche, on ne connaît pas bien les facteurs qui déclenchent. Donc, le jour où on comprendra bien ça, on pourra là encore avancer. Il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là. Comme je vous le disais au début, le diagnostic est difficile. On n'a pas d'éléments positifs qui disent tiens, vous avez tel signe, vous avez tel dosage biologique, vous avez telle image à la radio, c'est donc un Alzheimer à 100%. Aujourd'hui, on a des présomptions et généralement, qu'est-ce qu'on fait? On élimine tout ce qui n'est pas Alzheimer. Et une fois qu'on a éliminé tout ce qui n'était pas Alzheimer, on dit ben voilà, c'est une maladie d'Alzheimer. Alors, je vais prendre juste un exemple. Vous pouvez très bien avoir le syndrome qu'on a évoqué, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, vous êtes complètement apathique, des troubles de mémoire, des troubles des faits récents, de la mémoire des faits récents, et ne pas avoir de maladie d'Alzheimer. Une des maladies les plus fréquentes qui associent ces éléments-là, c'est la dépression. Et une personne qui fait une dépression va avoir ces symptômes. Alors quand elle est jeune, on ne se pose pas la question, on dit c'est une dépression, voilà, on va la traiter, on va voir son psychiatre. Quand c'est une personne âgée, on dit tiens, c'est peut-être un Alzheimer. Donc il est important, quand vous allez dans ces centres de consultation mémoire, d'éliminer d'abord par exemple une dépression. Pourquoi? Parce que ça peut arriver à tout le monde, à tous âges. Et si on traite cette dépression, parce qu'on a des médicaments antidépresseurs, vous pouvez voir les symptômes disparaître. Donc tout le travail va être d'éliminer tout ce qu'on peut penser simuler cette maladie pour finalement dire ben voilà, c'est bien ça. Le deuxième élément qui va nous être utile, c'est le temps. Parce qu'on sait qu'il y a une certaine évolution qui est très lente de la maladie d'Alzheimer, qui fait que généralement les gens se dégradent. Quand vous n'avez pas une maladie d'Alzheimer, dans le temps, vous pouvez vous dégrader puis vous améliorer un petit peu. Malheureusement, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une dégradation progressive et un peu inéluctable. Les traitements, on n'en a pas beaucoup. On a quelques traitements symptomatiques. Alors, les traitements symptomatiques, c'est des traitements qui vont agir, alors pas chez tout le monde, pourquoi on va y revenir dans quelques instants, et qui vont juste faire en sorte que votre mémoire va marcher un tout petit peu mieux à un moment donné. La mémoire, ça fonctionne avec des molécules chimiques. Quand il n'y a plus de neurones qui produisent ces molécules chimiques, vous aurez beau essayer de les stimuler, il ne se passera rien. Quand il reste quelques neurones qui produisent ces molécules chimiques, ces médicaments symptomatiques viennent justement éviter que ces molécules chimiques disparaissent trop vite. Et donc, s'il en reste quelques-unes, ça va permettre à ces personnes de retrouver une certaine mémoire. Malheureusement, on ne sait pas bien, quand on fait un diagnostic de maladie d'Alzheimer, à quel stade on en est, le jour où on fait le diagnostic. Par exemple, certains vont développer des symptômes très tôt, parce qu'ils auront perdu beaucoup de neurones, malheureusement pour eux. D'autres vont les développer beaucoup plus tard, mais auront perdu autant de neurones. Et vous verrez qu'on peut résister, en quelque sorte, à cette maladie. Donc il est très difficile de savoir a priori si un traitement symptomatique va marcher. Donc généralement, on l'essaye pendant 5 à 6 semaines,
Si on voit une amélioration, on le maintient. Généralement, l'effet s'éteint au bout de 2 ou 3 ans. Si on ne voit pas d'amélioration, on l'arrête. Mais vous imaginez bien que chez quelqu'un à qui on a diagnostiqué une maladie d'Alzheimer, le fait d'arrêter un traitement a un effet dramatique. C'est quelque part, ben voilà, on ne répond pas. Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs dans le cadre de la prise en charge. Et dernier point, lorsque l'on rentre dans une maladie comme celle-là, il faut savoir que l'évolution va être très longue. Elle a commencé bien avant, sans qu'on le sache, elle va continuer bien après. Alors, le point de départ de cette maladie, ça se situe dans une petite zone qui est ici. Vous voyez ces 2 petites cornes rouges là, qui sont réellement au centre du cerveau. On appelle ça l'hippocampe. C'est une zone du cerveau qui a une particularité, c'est qu'elle est la zone qui va traiter les informations que le cerveau va recevoir, les sons, les bruits, les visions, les histoires, tout ce que vous comprenez, et qui va transformer cette information de manière à l'envoyer dans les bonnes zones du cerveau pour la stocker, dans les bonnes cellules du cerveau. La maladie d'Alzheimer, les premiers signes biologiques que l'on voit apparaissent dans cette région. Puis ensuite vont s'étendre à l'ensemble du cerveau. Donc c'est pour ça que vous entendrez parler souvent de l'hippocampe dans cette maladie. Ensuite, on voit apparaître dans cette région 2 types d'anomalies. Tout d'abord des plaques amyloïdes et ensuite des dégénérescences neurofibrillaires. On va faire un petit peu d'histoire. Comment est-ce qu'on a trouvé la première fois cette maladie? Comment est-ce qu'elle est apparue? En fait, elle n'est pas apparue, elle a toujours existé. Sauf que l'espérance de vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire elle n'a augmenté qu'à partir de 1945, grosso modo après la Seconde Guerre mondiale. Avant, l'espérance de vie moyenne en France, elle était entre 35 et 50 ans. Donc, pour une maladie qui débute à 65 ans, il n'y avait pas beaucoup de cas. Et il se trouve que quelqu'un qui s'appelle Alois Alzheimer, qui était un neuropathologiste, c'est-à-dire quelqu'un dont le travail était d'examiner les corps après les décès des patients, et en particulier les cerveaux, reçoit un jour une patiente en 1906 en Allemagne, qui présente des troubles du comportement, qui se met à crier et qui a une 50aine d'années. Et comme c'est un neuropathologiste, au moment de son décès, il va voir dans son cerveau. Et il fait une observation qui est ces plaques-là. Pardon, ces plaques ici. Et à l'époque, il y avait une maladie qui touchait en 1906 énormément les populations, auxquelles étaient habitués malheureusement les médecins, c'est la tuberculose. Et lui, il se dit, tiens, on dirait des plaques, alors on appelait ça des lésions miliaires, on dirait des plaques de tuberculose. Donc je décris la tuberculose du cerveau. Et puis il distingue également des petites lésions. Et comme il ne sait pas ce que c'est, il dit c'est des dégénérescences neurofibrillaires. Et avec ça, on a les 2 lésions qui vont caractériser, et encore aujourd'hui, le diagnostic positif de la maladie d'Alzheimer, mais malheureusement, une fois que le patient est mort. Peu d'intérêt pour nous lorsque le patient va bien. Pour la petite histoire, cette femme n'avait que 50 ans. Et donc, on sait aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé, vous savez qu'aujourd'hui, on trouve de l'ADN partout, des traces d'ADN sur ce que vous voulez, y compris sur des os qui datent de 45 000 ans, à peu près, avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a pu retrouver des petits éléments de tissu de cette personne, et on a pu identifier, en fait, que cette personne avait une forme familiale de maladie d'Alzheimer, avec une mutation qu'on a pu déterminer, qui est une mutation PSA. Entrez, je vous en prie. Qui est une mutation de type PSA, voilà. Premier cas de maladie d'Alzheimer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'implique d'avoir ces lésions dans le cerveau. Donc là, on va vraiment au cœur du cerveau. Ça, c'est une technique très particulière qui consiste à prendre un petit bout de cerveau. Et vous savez que le cerveau, c'est essentiellement du gras, c'est que de la graisse dans le cerveau, 60% de graisse. Quelques cellules, pas de structure, pas d'os, pas de muscle, rien du tout, de la graisse et des cellules qui sont des neurones. On va transpariser, c'est-à-dire qu'on va rendre cette graisse transparente. C'est une technique qui marche très bien. Et on va pouvoir voir, en incluant cette graisse dans un produit spécial, les neurones uniquement, sans voir la graisse. Donc les neurones ici, vous allez les voir en rouge. Là. Vous les voyez déjà, c'est une petite animation qu'on va faire dans quelques instants. Et ensuite, vous allez voir apparaître des petites lésions vertes, ce sont les dégénérescences neurofibrillaires qu'on vient de voir, et ensuite des mauves à l'extérieur des cellules qui sont les plaques. Et vous allez comprendre qu'un cerveau normal qui ne doit avoir que des lésions rouges, avec tout ce qui se présente dans le cerveau, vous voyez ici les neurones normaux. En vert apparaissent toutes les lésions cérébrales. Et en mauve, les lésions de plaques. Et vous voyez que le cerveau d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer
est totalement envahi par ces différents éléments, qui gênent totalement son fonctionnement et qui entraînent des formes extrêmement complexes d'atteinte des fonctions intellectuelles qu'on observe chez ces patients. Donc voilà, les différentes lésions dans du cerveau, mais vues en 3 dimensions et réellement à l'intérieur du cerveau. Une fois qu'on sait ça, il faut qu'on essaie de comprendre comment tout ça marche et comment tout ça apparaît. Alors on va définir ce qu'on appelle des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est quoi? C'est tout ce qui détermine que certaines personnes vont faire une maladie. Il y avait la notion de terrain, je l'évoquais il y a quelques instants, c'est ce qui est défini par la génétique, les antécédents familiaux, mais le plus gros facteur de risque qui est non modifiable, c'est l'âge. Aujourd'hui, le principal facteur de risque de maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Pourquoi? Parce que plus on vieillit, plus le risque de développer une maladie est important. À côté de ça, on a quand même, et on y reviendra tout à l'heure, défini un certain nombre de facteurs qui sont modifiables. Et un des premiers d'entre eux, c'est les traumatismes crâniens qui sont assez confirmés, les micro-traumatismes crâniens. Comment est-ce qu'on a pris conscience de ça? Essentiellement chez les joueurs de football américains et chez les boxeurs. Vous savez que dans cette population, vous savez peut-être pas que dans cette population, le taux de maladie d'Alzheimer et d'autres maladies comme le Parkinson est 3 à 5 fois plus élevé que dans la population générale. On pense aujourd'hui que ce sont les micro-traumatismes qu'ils reçoivent parce que ce sont des sports violents qui sont à l'origine de la maladie. Donc probablement une certaine réponse du cerveau au traumatisme. On a retrouvé ça également chez les GI, enfin les marines, qui reviennent de la guerre d'Irak. La guerre d'Irak est particulière, c'est souvent une guerre de guérilla où les soldats se font taper dessus à coups de gourdin, et la répétition de ces micro-traumatismes font qu'on trouve également une prévalence plus élevée de maladies d'Alzheimer dans cette population. Donc évitez les micro-traumatismes, évitez de donner des gifles à vos enfants, ce sera bien pour leur avenir intellectuel plus tard, et pour d'autres choses bien sûr. Deuxième élément dont on s'est aperçu, c'est le risque cardiovasculaire. Alors, une fois qu'on a eu les maladies infectieuses qui ont disparu grâce aux antibiotiques, mais grâce à plein d'autres choses également, on a vu apparaître de manière massive les maladies cardiovasculaires. Et puis progressivement, avec la prévention, avec les merveilles que font les cardiologues aujourd'hui, on a vu diminuer les maladies cardiovasculaires. Et on vit de plus en plus longtemps. Et on s'aperçoit que les gens qui ont fait une maladie cardiovasculaire, dont ils survivent, malheureusement développent un peu plus fréquemment que le reste de la population de maladie d'Alzheimer. On s'est dit, peut-être qu'il y a un lien là, et on va y revenir dans quelques instants. La dépression. Alors je vous dis que la dépression simulait la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'est un facteur causal. Alors, c'est très difficile. Vous avez peut-être entendu parler de toutes les polémiques qu'il y a sur les prises de médicaments antidépresseurs, en particulier dont on dit qu'ils causeraient la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est très difficile, surtout qu'on sait aujourd'hui que quand vous faites une maladie d'Alzheimer à 85 ans, elle a probablement commencé à s'exprimer à très très bas bruit sans que vous en rendiez compte consciemment à 50 ans, 55 ans, 60 ans. Et on pense aujourd'hui que ça pourrait être soit un facteur causal, soit un signe, un trouble du comportement. La dépression, c'est un trouble de comportement mineur que vous ne percevez pas, qui vous amène à prendre des médicaments et qui fait que 25 ans après, on vous retrouve une maladie d'Alzheimer. Alors on ne sait pas bien qui est l'œuf, qui est la poule, si c'est une cause ou si c'est une raison, donc on le garde quand même. Et puis le dernier point, c'est la réserve cognitive, mais ça je viendrai vous l'exposer à la fin, c'est le côté positif de la chose. Alors on va déjà regarder les facteurs non modifiables, ça c'est l'effet de l'âge, sur les troubles de type démence. Vous avez ici l'âge 60, 70 ans, 80, 90, 100 ans, et vous avez les taux. Et là, c'est des pourcentages. Ça veut dire que si on tire 90 ans, 25% de la population a le risque de faire une maladie d'Alzheimer. Si vous comparez avec d'autres maladies dont on entend beaucoup parler, qui sont par exemple les accidents vasculaires cérébraux ici, vous voyez que certes ça augmente avec l'âge, mais beaucoup moins vite. C'est ce qui fait la différence dans cette maladie, c'est la vitesse d'augmentation de cette maladie avec l'âge. L'autre élément qui est alarmant, et je vais insister un petit peu là-dessus parce que je crois qu'on n'en a pas bien conscience, pour que vous essayiez de bien comprendre, je vous fais des petites animations, c'est en fait l'impact que ça va avoir. La maladie d'Alzheimer, vous avez vu ici, c'est lié à l'âge. Plus on vieillit, plus la fréquence augmente. Et c'est même un facteur tellement fort que si on a l'âge d'une population, on peut déterminer le nombre de cas attendus. Là, vous avez le vieillissement d'ici 2030 dans les régions à haut niveau de revenus. C'est la France, les États-Unis, 1 milliard d'individus à peu près. Et vous avez ce même vieillissement, et vous voyez qu'il est important, dès les pays à moyen et bas niveau de revenus. 6 milliards d'individus sur la planète. Donc au total, vous voyez que finalement, même si le niveau n'est pas aussi important, le fait qu'il y ait 6 fois plus de patients va faire que les cas vont apparaître massivement dans ces populations.
Ça, c'est l'évolution de l'espérance de vie en 2013. Plus vous êtes en bleu, plus votre espérance de vie augmente. Et vous voyez que des pays comme la Chine ou l'Inde ont une augmentation de leur espérance de vie qui est énorme. Et ce sont les deux populations les plus peuplées actuellement. Ici, en revanche, vous avez une région qui est le sud de l'Afrique, pour lequel l'espérance de vie ne progresse pas beaucoup. Et vous avez des régions où l'espérance de vie, ici, dans certaines zones africaines, augmente massivement. En jaune, c'est à peu près stable. Et en bleu, ici, comme dans nos régions, ou en bleu clair, il y a aussi une augmentation. Donc ça veut dire qu'on va avoir des augmentations extrêmement importantes. Donc il est vraiment important de comprendre ce que ça va impliquer. Alors on s'intéresse toujours à la France, c'est intéressant, mais il faut savoir que dans le monde entier, c'est une question qui explique pourquoi on se mobilise avec un jour comme demain consacré à ça. Alors pour comprendre, je vous ai fait une petite animation ici qui va comparer deux choses. La première, c'est le vieillissement de la population, et ça, on le voit bien avec ce qu'on appelle la pyramide des âges. Vous savez ce qu'est la pyramide des âges? En fait, on met ici en bas le pourcentage de gens qui ont entre 0 et 4 ans, 5 et 9 ans, 10 et 14 ans, donc les plus jeunes en bas, les plus hauts en haut. Si vous êtes une population comme l'Indonésie, c'est-à-dire une population jeune, vous allez avoir une forme où il y a beaucoup de jeunes et relativement peu de personnes âgées, donc une espèce de triangle, comme ici. Si vous prenez une population qui vieillit énormément, comme les États-Unis, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus cylindrique, d'accord, sur cette base. Il y a ici un triangle, ici un cylindre. Sur la petite animation que je vais passer maintenant, vous allez voir comment vont évoluer entre aujourd'hui et 2050 ces deux courbes. Voilà. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que en 2050, les États-Unis vont remonter le niveau de leur cylindre, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de personnes âgées. Et vous voyez ici que l'Indonésie va avoir à peu près, en 2050, la même distribution, la même pyramide des âges que les États-Unis 30 ans avant. Premier point. Deuxième point, qu'il faut bien comprendre dans la façon dont tout ça va se calculer, c'est comment apparaissent les cas. Puisque je vous ai dit que le déterminant principal non modifiable, c'était l'âge, les personnes à risque, ce sont les personnes qui sont au-delà d'un certain âge, au-delà de 65 ans. Il suffit d'appliquer les taux que je vous ai montrés tout à l'heure de vieillissement avec l'âge, et vous allez avoir les malades. Donc ici, vous avez à peu près, en Indonésie, 20 millions de personnes qui sont à risque, âgées. Il y en a 60 millions aux États-Unis. Là-dedans, un certain pourcentage va tomber malade. Et on va voir, sur le même principe d'animation, l'augmentation du nombre des cas avec le temps. Ici, vous avez le temps. Et là, vous voyez que deux choses augmentent. Le nombre de personnes relativement âgées et forcément le nombre de cas. Et vous voyez à quelle vitesse ça va augmenter. On va se retrouver avec plus de 10 millions de cas en Indonésie, plus de 40 millions de cas aux États-Unis, si toutes les choses restent égales par ailleurs. Okay. Donc, maintenant qu'on a ces deux éléments, on peut, pour chacun des pays, avoir une vision, alors je ne l'ai pas fait pays par pays, je l'ai fait par région du monde, de l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, c'est le nombre de cas qu'on identifie en 2015. On estime qu'en Europe, il y a à peu près 8 millions de cas. 3 millions en République russe, 20 millions en Asie, 3 millions au Japon, ici, 3 millions sur le continent africain et à peu près 5 millions en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ce qui fait un total de 47 470 000 personnes atteintes de maladie d'Alzheimer actuellement dans le monde. Et bien, si maintenant on applique les petits graphiques que je vous ai montrés, voilà comment tout ça va évoluer, décennie après décennie. Vous voyez que la vitesse d'augmentation la plus rapide, elle est ici. Population qui vieillit très bien, développement économique important, et population qui représente là, sur cette zone bleue, 2 milliards d'individus. C'est-à-dire quasiment un quart de la population mondiale. Et vous voyez qu'on va arriver en 2050 à 135 millions de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Juste pour vous donner une idée, il y a à peu près 18 millions de personnes qui meurent chaque année de maladies cardiovasculaires dans le monde. Donc là, on va avoir 135 millions de personnes atteintes de manière permanente, au moins pendant une durée de 5 ans. Pour vous donner une idée de l'épidémie aujourd'hui dans le monde, là, c'est la distribution du nombre des nouveaux cas de patients atteints de maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Il y en a 7,7 millions de nouveaux cas par an, ce qui fait au total un cas toutes les 4 secondes. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, la majorité des cas survient en Asie. Et que finalement, l'Europe, les États-Unis, étant donné la taille de ces populations, ont certes beaucoup de cas,
mais ce n'est pas eux chez qui le problème va être majeur. Ça va être dans ces populations. En sachant que le niveau de ces populations en termes d'encadrement sanitaire ou d'encadrement social n'a rien à voir avec ce qu'on a dans nos populations. Donc, gros problème qui fait que l'impact mondial sur la santé et l'économie va être majeur. Il l'est déjà. Pour vous donner une idée, entre aujourd'hui et 2050, sur la planète, avec l'espérance de vie sur les 45 prochaines années, 680 millions de nouveaux cas vont apparaître. C'est-à-dire quasiment la taille de la population d'Europe, moins que la population de l'ensemble des États-Unis, qu'il va falloir prendre en charge au cours de ces 45 années. C'est plus que la population de toute l'Amérique, et surtout, ce sont les maladies qui sont les plus coûteuses aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, on n'a pas de médicaments, ça ne coûte rien à la sécurité sociale. Mais le coût d'une maladie, il n'est pas juste le taux de remboursement de la sécurité sociale. Le coût d'une maladie, c'est l'impact dans la population, c'est la charge que vont avoir les familles, c'est la charge d'hébergement. Aujourd'hui, on estime qu'elle est à 1% du produit intérieur brut mondial, soit 604 milliards de dollars américains. Ce qui est énorme, ce qui en fait la maladie la plus coûteuse actuellement sur la planète. Du coup, si on regarde les pays à bas et moyen niveau de revenus, aujourd'hui on est à peu près ici, en 2015, vous avez en gris les pays à haut niveau de revenus, et ici les pays à bas niveau de revenus. Vous voyez que la progression va être beaucoup plus importante dans ces pays que dans les nôtres. Donc réellement, nécessité d'une mobilisation, et c'est devenu, pour l'Europe et pour le monde entier, un défi sociétal majeur. Aujourd'hui, on appelle défi sociétal des défis qui concernent l'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus de pétrole d'ici un siècle, il va bien falloir le remplacer. C'est le réchauffement climatique, autre défi. C'est le problème qui est lié à ça, qui est l'alimentation. Les maladies neurodégénératives constituent un des 4 grands défis de l'humanité qui ont été identifiés par la Commission européenne, par l'OMS, et différents organismes. Donc, il faut se concentrer. Seul problème, c'est que, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Est-ce qu'il est possible de changer cette trajectoire qui est vers l'augmentation systématique de ces cas? Alors, pour changer la trajectoire, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est de trouver un traitement. On est là sur l'héritage pasteurien, une maladie, un virus, un antibiotique, et on passe au problème suivant. Là, on est dans une situation qui est totalement difficile. C'est ce qu'on appelle les maladies chroniques. On arrive à contrôler beaucoup de maladies aiguës. Les maladies chroniques, en général, on n'en guérit pas. Je prends l'infarctus du myocarde. Vous allez faire un infarctus qui va être l'événement aigu d'une maladie plus profonde, qui va être l'encrassement de vos artères, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie. On va contrôler vos chiffres de tension, on va contrôler vos chiffres de cholestérol, on va faire en sorte que vos artères ne se bougent plus. Si elles se bougent, on va les déboucher, mais vous aurez toujours ces maladies. On apprend à vivre avec, parce qu'on vit plus vieux, on vit plus longtemps, il faut vivre avec. Et on a le même problème avec les maladies neurodégénératives. Le seul problème, c'est qu'elles touchent l'organe le plus compliqué de l'homme, qui est le cerveau. Et qu'on est juste au début de la compréhension de ce qui s'y passe. Et pour trouver un médicament, quoi qu'on en dise, à moins d'avoir beaucoup de chance à la loterie, il faut comprendre ce qui se passe pour pouvoir le traiter. Aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Le deuxième point qui pose problème dans cette maladie, pour changer la tendance, c'est que c'est une maladie qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années. On y reviendra aussi dans quelques instants. On s'est aperçu que, au moment où vous débutez les symptômes, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg, et ça fait probablement 20 ans que la maladie se développe à bas bruit et que vous vous en rendez pas compte. L'autre élément, c'est que quand on va vouloir découvrir un médicament, comme c'est une maladie chronique, il va falloir l'essayer pendant une très 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 longue durée. Et il n'y a qu'à la fin de cet essai qu'on pourra dire si on peut l'utiliser chez l'homme ou pas. Donc ça augmente encore les délais. Dernier point, j'ai l'habitude de dire que si on veut trouver, il faut, beaucoup de chercheurs, beaucoup de cerveaux qui travaillent dessus, et leur offrir beaucoup d'argent pour qu'ils puissent générer les idées qu'ils peuvent. Aujourd'hui, les financements dans la maladie d'Alzheimer sont 10 fois inférieurs à ceux qui sont injectés dans le cancer, et proportionnellement, le nombre des chercheurs est 10 fois moins investi que dans le cancer. Donc, ça veut dire quoi? Que pour trouver un traitement curatif, on finira bien par y arriver, mais il y a encore du temps et du travail. Alors, pour que vous compreniez bien la situation, j'ai pris un exemple très concret. Pour mesurer, pour savoir si vous développez une maladie d'Alzheimer, on a plein de petits tests. C'est un genre de test que vous avez dans les magazines, que vous faites sur la plage quand vous vous ennuyez. On fait les mêmes, nous, puis on regarde comment les gens répondent. Et on en a un qui s'appelle le 7 test d'Isaacs, qui est un test de ce qu'on appelle le fluence verbale, c'est-à-dire la capacité que vous avez à penser à quelque chose et à le dire. Et le test est très simple. En 15 secondes, on va vous demander des noms de couleurs,
des noms d'animaux, alors à chaque fois 15 secondes, hein, pas 15 secondes pour les 4, des noms de fruits et des noms de villes. On va voir combien vous êtes capable d'en dire. Normalement, en général, quelqu'un arrive en 15 secondes à citer 10 noms d'animaux, 10 noms de villes. Donc en gros, on fixe le niveau du test à 40 à peu près. Et on est normal au-dessus de 37. À partir de 34, on se pose des questions. Et en dessous de 30, on considère que c'est pathologique. Il faut se poser de sérieuses questions. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ce test et on l'a fait passer à des gens qui avaient 65 ans et qui n'avaient aucun signe de maladie d'Alzheimer. On a éliminé la maladie d'Alzheimer. Et puis on a suivi ces patients, ces individus, ils n'étaient pas malades, pendant 14 ans. Et normalement, comme ces gens ont vieilli, en passant de 65 à 14 ans, ils arrivent à 79 ans, il y en a certains qui ont développé des maladies d'Alzheimer. Donc on a pu les identifier. Ici, c'est ceux qui avaient une maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé leurs 7 tests d'Isaac qu'on avait répétés tous les ans, et on a essayé de voir à partir de quand ils commençaient à avoir des problèmes de fluence verbale, des problèmes de vitesse d'élocution, pour citer ces noms de villes. Et on s'aperçoit que les gens qui, à la fin, font une maladie d'Alzheimer, 10 ans avant, ils commencent à être un peu moins performants à ce test. Mais c'est léger, ça ne pose pas de problème dans la vie quotidienne. Donc c'est la première évidence que le mécanisme commence 10, voire 20, voire 30 ans avant. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on veut s'intéresser à cette maladie, ici, au moment où on fait le diagnostic, c'est un petit peu tard. Il faudrait pouvoir intervenir plus tôt. Alors si on schématise ça c'est la vie des individus, ça c'est le décès. Si vous vieillissez, normalement, vos fonctions intellectuelles, elles vont avoir tendance à baisser. Si vous avez une maladie d'Alzheimer, elles vont baisser beaucoup plus vite. Et puis, on peut très bien fonctionner avec des fonctions intellectuelles qui ne marchent pas très très bien. Il y a ce qu'on appelle un seuil de tolérance sociale qui fait qu'à un moment, vous ne pouvez plus vivre dans la société parce que vous n'êtes plus autonome, vous n'êtes plus capable de faire ce qui vous intéresse, vous n'avez plus de relations sociales. Donc c'est généralement là qu'on va parler de démence ou de trouble démentiel. Donc vous voyez que c'est très particulier par rapport à une autre maladie. C'est une maladie qui a une composante sociale. Je vais juste prendre un exemple encore. Pendant longtemps, on a cru qu'à la campagne, il y avait moins de malades de maladie d'Alzheimer qu'à la ville. Alors on s'est dit, ouais, c'est la pollution, c'est la vie, le stress de la vie urbaine. Et puis dans cette étude-là, celle que je vous ai présentée il y a quelques instants, on a mesuré précisément des gens qui habitaient à la campagne, des gens qui habitaient à la ville, et on a compté au bout du compte le nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer qu'on avait. Et on s'est rendu compte qu'on en avait autant dans chaque groupe. La seule chose, c'est que quand vous avez des troubles du comportement, quand vous avez des oublis, par exemple, vous oubliez d'éteindre le gaz, quand vous vous perdez, quand vous êtes à la campagne, il y a toujours quelqu'un de sympa qui vous ramène à la maison et puis ça ne pose pas de problème. Quand vous êtes paumé dans une ville totalement anonyme, et là, vous êtes perdu, c'est les flics qui débarquent pour vous ramener à la maison. Donc, le signal d'alerte est beaucoup plus violent à la ville qu'à la campagne. Si le signal d'alerte est plus violent, en gros, la tolérance sociale est moins importante, on diagnostique plus tôt et on a l'impression qu'il y a plus de cas qu'à la campagne. Mais en fait, non, c'est juste une question de seuil de tolérance sociale. Donc vous voyez ici la courbe du vieillissement normal. Alors certes, ça fonctionne bien, mais on est un peu plus lent, c'est normal. Là, ça chute beaucoup plus vite. Et on définit différents stades. Ici, c'est le stade démentiel, quand on a passé le seuil de tolérance sociale, c'est-à-dire qu'il y a une gêne et une souffrance qui fait qu'on en parle à son médecin. Ici, vous avez le niveau des troubles des fonctions cognitives, des atteintes des fonctions cognitives légères. Ça permet de vivre, vous pouvez rester autonome, mais vous avez des problèmes, vous êtes obligé de prendre des tas de notes, mettre des post-it partout, avoir des rappels dans tous les sens. Et puis ici, vous n'avez aucun symptôme clinique, mais vos fonctions commencent à diminuer. Alors, aujourd'hui, on est capable d'identifier les patients à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où il y a des premiers signes, qu'on va voir son médecin assez tôt. Si on va le voir tard, on va se trouver à peu près ici. Donc l'intérêt de faire un diagnostic précoce à partir des premiers signes, c'est d'avoir un diagnostic ici. Mais vous voyez qu'il y a déjà eu tout ce temps-là d'évolution. Si on considère que la maladie commence ici, il y a toute une zone dans laquelle on ne sait pas et on ne peut rien faire dans tous les cas. Et quand on traite, quand on essaie des médicaments, alors ici c'est un graphique un peu compliqué, de toutes les molécules qui sont actuellement à l'essai dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Vous savez que quand on crée une nouvelle molécule, on ne peut pas la vendre directement en pharmacie. Il faut l'essayer d'abord chez l'animal, il faut ensuite l'essayer chez des gens sains, ensuite il faut l'essayer chez des gens malades, ensuite il faut comparer l'impact chez les gens malades et chez les gens sains, puis ensuite on la met dans le commerce. Donc la phase 1, c'est quand on l'essaye chez l'animal, la phase 2, c'est quand on l'essaye chez les sujets normaux, la phase 3, c'est quand on la compare, sujets normaux, sujets malades.
Donc chaque strate concentrique correspond ici à la phase 1, 2, 3 et 4, et ici la phase préclinique, là on est dans les laboratoires où on conçoit ces molécules. Et entre le point phase préclinique et ici le centre phase 4, où on peut les mettre dans le commerce, il s'écoule dans les meilleurs des cas 10 ans, dans les plus mauvais 20 ans. Et ça c'est vrai pour tous les médicaments. Donc ça c'est le cheminement. Aujourd'hui on a des médicaments qui sont dans le commerce, c'est les médicaments symptomatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là il existe toute une zone de médicaments qui sont en cours d'essai pour lesquels on commence à avoir des résultats. Et malheureusement, les résultats qu'on va avoir vont être faits essentiellement sur quelque chose qui est l'élimination du peptide amyloïde, ces plaques là dans le cerveau, et on inclut des patients qui ont des symptômes, qui ont une maladie d'Alzheimer légère à modérée pour voir si on l'améliore. Alors, pour vous donner une idée où on se situe dans la petite courbe que j'ai présentée tout à l'heure, vous allez avoir un début d'essai clinique ici. C'est-à-dire les gens vont être à peu près à ce seuil-là, la tolérance sociale va être encore relativement bonne et on va avoir ce qu'on appelle une maladie légère à modérée. Et vous allez tester votre médicament pendant cette petite période de suivi. Alors que le gros de la maladie s'est fait avant. Donc ils sont jusqu'à présent tous négatifs. Et on peut le comprendre si réellement la maladie a commencé bien avant. Et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que notre cerveau serait en capacité de résister à la maladie entre ce moment ici, là, et l'apparition des premiers symptômes. Et c'est quand il n'est plus capable de résister, plus capable de compenser, que les signes apparaissent. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on traite la maladie à un stade où on va peut-être l'arrêter, mais où finalement les capacités de récupération vont être quasiment nulles. Donc on arrête la maladie, mais dans la vie quotidienne du patient, ça ne sert pas à grand-chose. D'où l'idée de se dire, il faudrait peut-être commencer plus tôt. Alors, si on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer tout ça, là, c'est la situation qu'on vient de voir il y a quelques instants, avec cette zone grise dans laquelle on aimerait bien pouvoir faire un diagnostic, ici clinique. L'idéal, ce serait de pouvoir finalement redresser cette courbe, faire en sorte qu'elle se rapproche un peu plus du vieillissement normal et l'amener ici, comme ça. Si on regarde maintenant, quand est-ce qu'on va faire le diagnostic? On va le faire forcément plus tard, puisqu'on va couper la zone de tolérance beaucoup plus tard. Et voyez mon dessin, la ligne, voilà, j'ai lâché l'info là, voyez que la ligne ici, au moment du diagnostic, là, qui coupe ici, elle arrive après le décès du patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens pourraient avoir une maladie d'Alzheimer, mais n'avoir les signes qui créent cette gêne sociale qu'après leur mort. Ça veut dire que, globalement, ils ne feraient pas la maladie de leur vivant. Ils l'auraient, elle les gênerait peut-être un peu, mais par rapport au seuil de tolérance sociale, les gens ne seraient pas considérés comme malades. Donc, une des hypothèses qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de redresser cette courbe. Peut-être qu'on n'est pas capable de traiter parce que c'est trop compliqué pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais on pourrait essayer de repousser cette courbe et faire en sorte que, si jamais maladie d'Alzheimer il doit y avoir, elle se développe très 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 tard, voire même après le décès du patient, parce que à 85 ans, 90 ans, 95 ans, 100 ans, le taux de survie est relativement faible et on a plein d'autres mauvaises raisons de ne pas survivre, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. C'est pas gai tout ça, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie qui est ainsi faite. Et au moins, on aura vécu jusqu'à cette période-là sans avoir présenté de symptômes. Ce qui en fait veut dire qu'on n'aura pas été, pour la société, malade, et pour ses amis, pour ses parents, malade. Alors du coup, en fonction de ça, on a fait des simulations. On s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait repousser de 5 ans l'âge de début des symptômes? 5 ans, c'est pas beaucoup, hein. Sur une vie qui va en faire 85, 90 ou 100, c'est pas beaucoup 5 ans. Juste 5 ans. Ça, c'est une simulation qui a été faite aux États-Unis. En 2010, dans l'état actuel des choses, 5 millions de patients aux États-Unis. Je suis désolé, hein, c'est un tout petit peu petit, vous ne voyez peut-être pas, mais je vais vous le lire. En 2050, on attend 14 millions de patients. 5-14 millions. Si je retarde de 5 ans le début des symptômes, au lieu d'avoir 14 millions de patients, je vais avoir 7 millions de patients. On diminue de moitié l'impact si on repousse de 5 ans. C'est par le simple fait que les symptômes vont arriver trop tard pour que les gens puissent les exprimer. Et ce qui finalement serait une bonne solution, même si on n'arrive pas à traiter la maladie. Ça, c'est l'impact économique que ça va avoir. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça faisait 1% du produit intérieur brut, c'est ça ici. Mais vous voyez que progressivement, 2015, 20, 25, on voit que comme on a moins de cas, au moins qui s'expriment, eh ben ça va coûter beaucoup moins cher. Et du coup, on arriverait peut-être à mieux gérer. Et vous imaginez que dans des pays comme la Chine ou l'Inde, une prise en charge à ce niveau-là, ça va exploser les budgets santé. Déjà qu'ils n'en ont pas, ça va être terrible. Donc si on arrivait justement à repousser
au moins dans ces pays et dans les nôtres, on pourrait diminuer énormément l'impact mondial que je vous ai montré il y a quelques instants. Alors, la question c'est maintenant, est-ce qu'il est possible de le pousser? Alors vous avez peut-être vu pas mal d'articles là, qui sortent et qui vont sortir demain en particulier. Hein. Beaucoup de la communication sur la journée mondiale d'Alzheimer va tourner autour de ça en France. Il y a une étude, même plusieurs hein, pour simplifier les choses, qui est allée mesurer la fréquence de la maladie en fonction des générations, en fonction des tranches d'âge. Est-ce que c'est la même chose de faire une maladie d'Alzheimer quand on est né en 1900, quand on est né en 1910, en 1920, en 1930, en 1940 ? Pour mesurer ça, il faut avoir cette connaissance sur une longue période. Il y a une étude aux États-Unis qui s'appelle l'étude de Framingham, qui est une étude, il manque un R d'ailleurs, l'étude de Framingham qui surveille une petite ville près de Boston qui s'appelle Framingham depuis 1950. Et tous les ans, voire tous les 2 ans plus exactement, les gens ont des examens complets chaque année, c'est enregistré, ils ont accepté de participer à ça, il y avait 5000 personnes au début, maintenant ils suivent les enfants de première génération, les enfants de la deuxième génération, donc ils ont une vision d'ensemble assez intéressante, et en plus c'est une étude qui a servi essentiellement à voir ce qui était important dans les années 50, la grosse maladie à l'époque c'était les maladies cardiovasculaires, et aujourd'hui si on sait que l'hypertension, le LDL cholestérol sont des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est grâce à cette étude. Donc ils se sont dit, on va les mesurer. Alors bien sûr, ils ne l'ont pas fait en 1950, parce qu'en 1950, les gens étaient jeunes, ils avaient en moyenne une trentaine d'années, mais ils l'ont fait en 1980. C'est-à-dire que les gens avaient au-delà de 65 ans. Et ils ont calculé le pourcentage de patients atteints de maladie d'Alzheimer en 1980. Et ils ont trouvé que ça représentait 3,6% de leur population. Et comme ils avaient un suivi jusqu'encore, hein, cette étude continue aujourd'hui, pardon, ils l'ont mesuré en 1990, dans cette cohorte de 1980, ils se sont aperçus qu'on était passé de 3,6 à 2,8. Ils l'ont mesuré en 2000, on tombait à 2,2. Ils l'ont mesuré en 2010, on tombait à 2. Donc une baisse importante des nouveaux cas en fonction des générations. Alors là, tout le monde s'est dit, c'est pas possible, avec l'augmentation, on ne doit pas pouvoir y arriver. Puis les Hollandais ont trouvé la même chose. En France, vous verrez, des résultats seront publiés demain où on trouve la même chose. En Angleterre, ils ont trouvé la même chose. En Suède, au Danemark. Dans tous les pays riches, en gros, on a l'impression que le nombre des nouveaux cas est en train de diminuer. Alors ça, c'est une bonne affaire pour nous, puisque rappelez-vous, notre objectif, c'est de repousser l'âge de début. Alors, diminuer le nombre de nouveaux cas, ça veut peut-être juste dire que notre cerveau résiste mieux à la maladie. Alors du coup, on se dit, mais alors pourquoi ? Parce que si on comprend pourquoi, on va peut-être pouvoir essayer de stimuler le cerveau pour qu'il résiste mieux et faire en sorte que l'objectif qu'on s'était fixé de repousser l'âge de début de la maladie, on puisse l'atteindre. Alors du coup, on a regardé ce que je vous ai montré tout à l'heure, les facteurs de risque que l'on connaît, parce qu'il y en a certainement beaucoup qu'on ne connaît pas, sur lesquels on pourrait peut-être agir et qui pourraient expliquer ce que l'on voit. Alors, le premier, c'est les traumatismes crâniens répétés. Certes, traumatisme crânien, à part à mettre des casques à tout le monde depuis la naissance, ça ne va pas être très efficace et c'est certainement pas pour ça que cette maladie diminue. Il y a une deuxième cause, et là je vais rentrer dans ce que je vous ai appelé tout à l'heure la réserve cognitive. C'est un concept qu'il faut bien comprendre du fonctionnement de notre cerveau. Alors, notre cerveau, il a une particularité, c'est qu'il se développe à une vitesse sidérale pendant la grossesse, et puis jusqu'à 6 ans on continue à multiplier les neurones, et puis après, progressivement, on ne va plus multiplier ces neurones jusqu'à 20 ans. Et à partir de 20 ans, on va commencer à les perdre. Mais on a un tel potentiel de neurones que finalement, l'impact ne va pas être très important. Et on s'est rendu compte que ce nombre de neurones qui définit cette réserve cognitive élevée, on s'est aperçu qu'en fonction de la capacité qu'on avait à avoir beaucoup de neurones, et pas seulement ça, à les faire fonctionner, était associé à une apparition plus ou moins tardive de la maladie d'Alzheimer. Alors on s'est dit, mais alors comment ça se fait que, par exemple, lorsqu'on a beaucoup d'éducation, on a une meilleure réserve cognitive, quand on stimule son cerveau, qu'on le fait travailler, on augmente cette réserve cognitive. Et on s'est aperçu que tous ces facteurs-là, qui stimulaient la réserve cognitive, étaient des facteurs qui faisaient qu'on allait développer sa maladie d'Alzheimer plus tard. Alors vous voyez qu'entre quelqu'un qui va devoir développer une maladie d'Alzheimer, s'il a une réserve cognitive élevée ou une réserve cognitive basse, au total, ça ne va pas changer grand-chose. Mais vous voyez qu'il va couper le seuil de tolérance sociale plus ou moins tôt, ici. Et donc quelqu'un qui va avoir une réserve cognitive basse va le développer en général 4 ou 5 ans avant quelqu'un qui va avoir une réserve cognitive élevée. Donc on s'est dit que finalement, si on était capable de stimuler cette réserve cognitive, peut-être qu'on allait pouvoir faire ce que l'on attend. Alors c'est quoi la réserve cognitive ? Notre cerveau, c'est 200 milliards de neurones à 20 ans.
Et puis progressivement, on va en perdre, plusieurs milliers tous les jours, mais sur 200 milliards, il faut du temps. Quelqu'un qui va faire une maladie d'Alzheimer va les détruire beaucoup plus vite. Et puis à côté de ça, il ne va pas y avoir de multiplication des neurones. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer entre les neurones, c'est-à-dire qu'ils vont établir des liens et des connexions. Vous savez, tous ces petits prolongements qui vont s'interconnecter, qui vont s'associer, eh bien, vous voyez qu'on va avoir 125 000 milliards de connexions en moyenne. Et ces connexions, on peut les stimuler. Et la façon de les stimuler, c'est de faire travailler son cerveau. Il y a des petites expériences qu'on fait chez les rats. On prend un petit rat, on prend son petit frère ou sa petite sœur, on les met tous les deux dans 2 cages. Petite cage, un rat, on lui met rien dans la cage, à part à manger, et dans l'autre, on lui met des petits trous, des petits jouets, des tas de petites choses comme ça. Puis on attend qu'ils vieillissent, qu'ils meurent, on récupère leur cerveau et on pèse leur cerveau. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le cerveau du rat qui a été dans une cage avec beaucoup de petits éléments de stimulation va être quelques grammes plus lourd que le cerveau du rat qui va être tout seul dans sa cage à attendre ses repas. Typiquement, il y a une production de matière neuronale qui ne sont pas des neurones, mais qui sont toutes ces connexions. C'est des petits prolongements qui vont consommer de l'énergie et qui vont faire en sorte que le cerveau va se maintenir. Et on s'est rendu compte que pour maintenir ce cerveau, eh ben, il fallait le faire travailler. Le cerveau, c'est le seul organe qui ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. D'accord ? Voilà, ça s'use si vous n'en servez pas. Et on s'est rendu compte que le fait d'avoir des études longues, l'éducation, le fait d'avoir beaucoup d'amis, un lien social, le fait d'avoir beaucoup de compassion pour ses proches, était associé à une augmentation de la réserve cognitive. Alors nos amis américains, en cet aphorisme, vous savez, just do it, just use it, utilisez-le, ça ne peut être que bénéfique. Et on s'est rendu compte également que d'autres facteurs intervenaient. Tout à l'heure, je vous ai dit que les gens qui avaient fait des maladies cardiovasculaires, malheureusement, ils survivaient, ils faisaient un petit peu plus de maladies d'Alzheimer. Donc on s'est dit, on va regarder l'impact des facteurs de risque vasculaire directement sur la maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que le diabète, l'hypertension, l'obésité, le fait de ne pas avoir d'activité physique, le fait de fumer, la dépression, le bas niveau d'éducation, augmentaient les risques. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle le risque relatif. Quand c'est à 1, ça veut dire que ça n'a pas d'effet. Quand c'est supérieur à 1, comme là, 1,39, ça veut dire que quand vous avez un diabète, par rapport à quelqu'un qui n'a pas de diabète, vous avez 39% de risque en plus de faire un Alzheimer. Et vous voyez qu'un des facteurs les plus importants, c'est la sédentarité. Donc on se dit, tiens, ça c'est facile, il n'y a pas de médicaments, il suffit d'avoir un peu d'activité physique régulière, continue, pour justement se rendre compte qu'on se protège de la maladie d'Alzheimer. Quand vous êtes au repos, pas au repos, quand vous ne faites rien, c'est pas exactement au repos, quand vous n'avez pas d'activité physique, votre risque est augmenté de 82%. Ça veut dire que si on prend 100 patients atteints de maladie d'Alzheimer, il y en a 13 qui auraient peut-être pu l'éviter en faisant une activité physique. C'est beaucoup. Donc ça permet de repousser cet âge de début, et que si vous prenez en charge tous ces facteurs, vous voyez qu'on pourrait réduire près d'un quart le nombre de patients développant une maladie d'Alzheimer, on pourrait repousser. Donc on commence à avoir des moyens pour agir sur le fait de repousser l'âge, c'est-à-dire des moyens qui sont assez banals, c'est l'éducation, c'est la prise en charge de facteurs que l'on connaît et que l'on sait traiter, soit par des mesures hygiéno-diététiques, soit par des médicaments. Il existe de très bons médicaments qui réduisent la tension, sauf qu'il faut les prendre, tous les jours, c'est un peu pénible. Des médicaments qui réduisent le cholestérol, ça marche très bien. Alors on raconte des tas d'âneries sur les statines et autres, ne les écoutez pas, c'est une vraie catastrophe. Ça a généré énormément d'événements. Les gens qui arrêtent brutalement, j'en profite, je passe des messages, qui arrêtent brutalement leur traitement hypocholestérolémien ont un risque augmenté de faire un accident vasculaire cérébral. Et jusqu'à présent, les statines sont les seuls médicaments qui réduisent la mortalité dans les populations. Donc voilà, alors il y a des effets secondaires, on en a parlé, mais les effets secondaires que l'on observe sur ces médicaments sont bien inférieurs aux bénéfices qu'on en tire. Mais c'est devenu tellement dans les mœurs, donc voilà, je passe le message là-dessus. Alors, on va revenir sur la sédentarité parce que là, il y a vraiment un gros enjeu de société. Alors, il y a l'obésité. Aujourd'hui, dans tous les pays comme la Chine, ont une épidémie d'obésité qui est en train d'augmenter. Ils consomment du tabac à près de 80%. Il y a 8 Chinois sur 10. Vous connaissez l'histoire du tabac en Chine. Comment c'est venu ? Pourquoi il y a eu faim ? Révolution culturelle, Mao raconte, on va apporter à toute la population chinoise, 800 millions à l'époque, de quoi manger, avoir un toit et avoir de quoi s'habiller. Voilà, c'est le minimum, théorie maoïste là-dessus.
Et puis ils se sont dit, toute bonne société, et ils ont raison, va générer des vices, avoir des vices. Alors contrôlons les vices aussi, et ils se sont dit, quels vices pourrait-on contrôler? La drogue, ouais, c'est cher, c'est compliqué, voilà. L'alcool, c'est pas terrible hein, dans la vie sociale, hein, quand les gens en abusent. Et ils se sont dit, bah, finalement, le tabac, c'est pas mal hein, dans les années 62, 63, le fait de fumer. Donc ils se sont mis à créer des usines et à offrir des cigarettes à bas prix à toute la population. Et aujourd'hui, on se rend compte que le gros problème que vont avoir les Chinois, c'est les conséquences du fait que 80% de la population fume. Épidémie de cancer du poumon, épidémie de cancer du sein, épidémie de cancer de la gorge, c'est en cours, hein, il y a des épidémiologistes qui se penchent là-dessus. Et aussi, vous avez vu, facteur de risque de maladie d'Alzheimer. L'éducation. Les Chinois ont pris conscience de ça et investissent massivement dans l'éducation de leur population, bien plus que les Américains. Ils investissent à peu près 10 fois plus que les Américains. Et vous savez que les Américains investissent beaucoup. Alors nous, on investit, mais pas assez. Hein. Mais on a déjà un niveau assez élevé. Donc la sédentarité est un facteur contre lequel on peut lutter. Alors juste pour vous faire passer quelques messages, il y a des éléments simples. Hein. On ne vous parle pas de faire du sport de haut niveau, parce que dès que vous parlez sport, à part regarder les Jeux Olympiques devant la télé, ça n'intéresse personne. Alors bien sûr, chaque début d'année ou chaque rentrée de vacances, on va s'inscrire à la salle de sport, on signe son chèque, et puis finalement, on y va une fois, 2 fois, puis on n'y va plus. Donc le sport, non, mais l'activité physique quotidienne, oui. Et il y a un indicateur d'activité physique quotidienne qui est relativement simple, hein, qui existe depuis que les hommes existent et ont trouvé la bipédie, c'est le nombre de pas qu'on fait chaque jour. Et on s'est rendu compte, ça c'est les travaux de ce Japonais qui est ici, qui avait bénéficié à l'époque, dans les années exactement en 64, Tokyo avait organisé les Jeux Olympiques et ça avait déclenché un engouement chez les Japonais incroyable. Ils s'étaient tous inscrits dans des salles de sport. Ils ont voulu maintenir l'élan et c'est eux qui ont créé les premiers podomètres. Vous savez, ces petits machins qui mesurent, vous n'êtes pas obligé de les compter dans votre tête, donc des podomètres mécaniques. Et ils ont essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait voir une équivalence entre le nombre de pas par jour et l'activité physique. Donc ils ont fait des tables. Une activité de base, c'est moins de 2500 pas par jour. L'activité de base, c'est quoi? Vous êtes assis là, comme ça, à m'écouter. Et votre corps fonctionne un petit peu, puisque vous avez 37 degrés, vous digérez certainement, vous pensez. Mais l'équivalent au nombre de pas qu'il vous faut pour fonctionner comme ça, c'est 2500. Donc si vous faites 2500 pas par jour, vous faites rien de plus que faire ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire rien. Voilà. Enfin, si vous m'écoutez quand même, c'est sympa, mais bon. Physiquement, vous ne faites pas grand-chose. Hein. Vous n'allez pas sortir avec des muscles après. Alors, en moyenne, on considère que si vous faites moins de 5000 pas par jour, vous êtes sédentaire. Alors vous allez dire 5000, mais c'est énorme. Non, c'est moins de 5000 pas par jour. Vous êtes sédentaire et vous commencez à être actif au-delà de 5000 pas. Et pour être réellement actif, c'est-à-dire consommer suffisamment de calories par rapport à vos apports, il faut faire au moins 10 000 pas par jour. C'est de là que vient cette notion de 10 000 pas dont vous avez entendu certainement beaucoup parler. C'est-à-dire que en gros, vous allez consommer 400 à 500 calories tous les jours. Ici, vous consommez rien du tout en calories. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est 0 calories consommées. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on a des rations alimentaires moyennes de ce que prenait un bûcheron canadien du XVe siècle à chaque repas. D'accord ? Et encore, on ne va pas couper du bois après. Hein. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une accumulation d'énergie. Donc déjà, si vous êtes à 10 000 pas, vous êtes suffisamment actif et vous consommez un peu cette énergie. Donc voilà, on ne vous demande pas de faire du sport, on vous demande juste de marcher. Ce d'autant qu'aujourd'hui, il y a des tas de petits podomètres. Alors avant, c'était un podomètre avec une bille, ça faisait gling. Chaque fois que vous bougiez la jambe, ça faisait gling, donc il comptait un pas à chaque fois. Alors aujourd'hui, on a des accéléromètres, vous en avez dans vos téléphones, vous en avez dans tous les bracelets. C'est très mode d'avoir ça, prenez-les. Actuellement, on est nous en train de faire une étude au CHRU de Lille avec mon équipe, qu'on a appelé 10 000 pas le défi pour la vie, où on a trouvé un podomètre qui coûte pas trop cher, qu'on est allé chercher en Chine, qu'on a importé de Chine. On a fabriqué une application, on a créé un site web, et on a équipé 1 millier de personnes au CHRU de Lille pour voir si le fait de leur apporter juste ce podomètre, ça faisait en sorte qu'ils prenaient conscience de leur activité physique et que finalement ils allaient l'augmenter. Donc on est en train d'analyser les résultats, on devrait avoir ça au mois de décembre. Je vous raconterai une autre fois si ça a marché. Mais d'ores et déjà, achetez un podomètre, il y en a qui coûtent pas cher. Et vous allez prendre conscience de votre activité physique. Et vous allez voir que vous faites rarement plus de 2500 pas, plus de 5000 pas par jour en moyenne. Sauf si vous êtes sportif, actif, si vous êtes infirmière dans un service qui mesure 500 mètres. Voilà. Donc voilà, c'est un peu différent. Il y a cette activité, mais c'est intéressant et ça vous permettra un peu d'évoluer. Donc si on veut voir, pour conclure cette conférence, voilà, ça fait faire à peu près 1 heure que je parle, on va pouvoir ensuite profiter avec des questions.
vous voyez qu'on peut aujourd'hui estimer l'évolution du nombre de cas de démence. Et globalement, même si on a l'impression qu'il y a une baisse de l'incidence dans nos pays, il va continuer dans le monde à augmenter de manière importante. Le deuxième point qui est important, c'est que ce sont dans les pays à haut niveau de revenus, avec un sans eux, bien sûr, bien qu'il y ait cette diminution qu'on vient d'observer, ces pays à haut niveau de revenus, ça va rester stable. Le gros de l'augmentation de la prévalence et de l'incidence, ça va être en Asie. Donc dans les pays à moyen et bas niveau de revenus, on sous-estime probablement ces projections, parce que je vous ai dit que, contrairement à nos pays, le tabagisme augmente, l'obésité augmente, la sédentarité augmente, et qui représente 6 milliards d'individus sur la planète. Donc le gros des cas va être dans cette population. Il va falloir faire attention au changement de style de vie, on a vu que c'était important, et il va bien falloir faire des essais de prévention pour savoir si tout ça marche. On fait des essais médicamenteux, mais on pourrait faire des essais où et ça commence à venir, en Suède ils en ont fait, en France il y en a quelques-uns, mais c'est sur des petites populations. On prend des gens qui ont aux alentours de 70 ans, on prend des gens qui n'ont pas de troubles des fonctions intellectuelles, des gens qui ont des troubles des fonctions intellectuelles, et on leur fait des programmes de stimulation cognitive, de réseau social, d'activité physique, et on s'aperçoit que ça bloque la dégradation de l'évolution. Mais il faut qu'on le fasse sur un grand nombre de sujets pour en être bien sûr, pour pouvoir l'impliquer. Et d'ores et déjà, vous pouvez tout à fait commencer à voir ces activités physiques en prenant ces petits podomètres. Alors, les Anglais ont aussi un terme qui dit « care today and cure tomorrow ». Pourquoi ? Parce que le vrai traitement qui va tuer la maladie d'Alzheimer, il n'est pas encore né et qu'en attendant, il faut quand même prendre en charge. Et ça, c'est un élément important. Je vous ai dit qu'il allait y avoir 680 millions de patients entre maintenant et 2050. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre en charge et intégrer ces patients dans la société. Il faut s'attendre à voir de plus en plus de gens qui vont avoir... Alors bien sûr, ceux qui ont des troubles très avancés vont être généralement mis dans des établissements ou rester dans les familles, mais des troubles légers. Et on va avoir de plus en plus de gens qui vont oublier des choses, oublier leur numéro de carte bleue. Il faut qu'ils puissent être intégrés dans notre société. Donc, juste pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente et de l'impact social auquel il faut s'attendre, et donc de préparer nos sociétés à cela. Alors, les anglo-saxons, on a du mal à trouver un terme en français. Les japonais aussi utilisent l'expression dementia friend, c'est-à-dire devenons des amis des patients. Attends, c'est dur à dire en français, il faudrait qu'on trouve quelques mots là-dessus pour essayer de mieux intégrer ces individus dans la société. Et réellement, c'est ce vers quoi on doit tendre. Voilà, j'en ai fini. Je voudrais juste faire un remerciement à toute mon équipe qui me suit dans ce travail. Là, c'est toute l'équipe à l'Institut Pasteur et en particulier le groupe qui travaille ici sur la maladie d'Alzheimer. Juste vous mentionner une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le Nord, on a la chance d'avoir l'unique laboratoire d'excellence qui travaille sur la maladie d'Alzheimer, qui s'appelle Distals, qui regroupe en fait 7 unités de recherche, dont 5 sont dans la région. Vous voyez ici l'équipe de Florence Pasquier qui en fait partie. Pascal Antoine à Lille 3, c'est quelqu'un qui s'occupe des aspects neuropsychologiques et en particulier travaille énormément sur l'impact de la maladie d'Alzheimer qui va survenir dans une famille chez un sujet jeune. Tous les problèmes que ça va entraîner dans le couple avec les enfants. Donc on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment tout ça peut fonctionner. On a également des spécialistes de choses très fondamentales qui sont la RMN qui travaille à Lille 1 avec Isabelle Landrieux, Luc Buet qui travaille sur les cellules et en particulier sur la protéine Tau. Et on a également une équipe à Nice qui nous a rejoint, qui est spécialisée dans la protéine amyloïde, et une équipe à Paris qui est pilotée par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Hirsch, que vous voyez souvent dans la presse, qui est un grand spécialiste de l'éthique médicale et qui nous aide justement à essayer de voir comment... Parce que je vous dis tout à l'heure, il faudrait qu'on fasse des diagnostics plus tôt. Mais ça veut dire quoi faire un diagnostic plus tôt ? Ça veut dire quoi faire un essai clinique plus tôt ? Ça veut dire prendre quelqu'un qui n'a rien, lui faire des tests et lui dire « Mon bon monsieur ou ma bonne dame, dans 20 ans, vous allez faire un Alzheimer. Ou dans 10 ans, vous allez faire un Alzheimer. » Vous voyez déjà l'impact que ça va avoir sur la personne. Ensuite, vous allez le rentrer dans un essai clinique dans lequel vous allez le tirer au sort pour lui donner soit un médicament, soit un placebo. Voilà. Donc, vous lui faites un diagnostic, vous lui donnez quelque chose. Voilà. Bon. Donc, ça pose énormément de problèmes et on est en train de voir un peu comment est-ce qu'on peut résoudre ça, et socialement, et éthiquement, et humainement. Et puis, si vous voulez vous informer, avec la Fondation Alzheimer, on a créé une application. Vous pouvez la télécharger sur vos smartphones, que ce soit iPhone ou Android, où on vous donne tout un tas d'informations sur la maladie, les dernières découvertes. On vous donne également, et je sais que certains médecins s'en servent, un petit annuaire automatique dans lequel vous rentrez juste votre code postal et vous allez avoir tous les établissements
qui gèrent, que ce soit des hôpitaux, des EHPAD, qui gèrent au quotidien des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Voilà, je vous remercie de votre attention et reste disponible pour répondre à vos questions. Merci.